Si tu penses que tu arrives dans un projet ou dans un business en disant c'est comme ça et pas autrement, fermez tous vos gueules, t'as rien compris. Et la raison pour laquelle je diverge avec la vision de l'architecte omnipotent, omnipuissant qui joue au dieu grec blessé dans son ego est la suivante. Oui, c'est bien d'avoir des convictions. C'est dans ce sens que je dis, ça représente le pire et le meilleur. Le meilleur, c'est avoir des convictions. Oui, c'est bien d'avoir des convictions. Oui, c'est bien de s'affirmer. Mais l'architecte n'est pas un artiste. La vision de l'architecte mégalomane a été une catastrophe pour le métier d'architecte. Parce que dans la réalité, un architecte n'existe que parce que le client existe. Sans client, sans maître d'ouvrage, sans mandataire, sans investisseur qui apporte l'argent, l'architecte n'existe pas. Au mieux, il est au chômage. C'est quoi un architecte sans client, sans mandataire, sans investisseur? C'est un chômeur. C'est un chômeur. L'architecte n'existe que parce que le client existe. Donc tu ne peux pas l'insulter. La moindre des choses, c'est d'écouter ton client, d'écouter ton investisseur. C'est lui qui apporte l'argent pour le projet. Tu peux pas faire ta princesse, ta ballerine en disant « voilà comment on va faire ». Le gars, il apporte 50 millions sur la table pour construire un bâtiment. C'est lui, 50 millions, c'est lui qui prend le risque, c'est lui qui s'endette, c'est lui qui va voir les banques. Il ramène le cash sur la table. Et toi, comme une princesse, tu lui dis « non, c'est mon projet, c'est mon œuvre, je veux pas que tu la dénatures ». Ferme ta gueule. Tu parleras lorsque tu apporteras 50 millions sur la table. Là, tu feras ce que tu voudras. Pour le moment, c'est moi qui les ramène, c'est moi qui prends le risque. Donc si je veux des arcs, tu mets des arcs et tu fermes ta gueule. Et dans ce sens, il est normal que le client ou que l'investisseur ait son mot à dire. Y compris s'il a envie d'ajouter des arcs gothiques sur son gratte-ciel au rez-de-chaussée. Et le travail d'un bon architecte, ce n'est pas de dire avec mépris à son client « t'es une merde, t'es un beauf, les arcs gothiques ça ne se fait plus, c'est démodé ». Mais c'est plutôt de lui dire « on peut travailler sur une version moderne de l'arc gothique. Je peux vous proposer quelque chose, quelques dessins, quelques modélisations, pour mettre cette architecture médiévale au goût du jour. » C'est ça un bon architecte. Il veut des arcs gothiques au rez-de-chaussée de son gratte-ciel. Fais-lui une modélisation avec des arcs gothiques. Au moins, il pourra voir, il pourra se dire « effectivement, c'est de la merde » ou il pourra se dire « bah effectivement, j'aime bien. Mon intuition initiale était la bonne. » Et preuve que c'est possible, les plus beaux gratte-ciel de New York sont d'inspiration gothique ou renaissance ou baroque rococo. C'est ce qu'on a appelé l'art déco. C'est quoi l'art déco? Ce sont des architectes qui voulaient retrouver dans l'architecture moderne des années 20 et 30 des éléments de l'architecture classique qui faisaient la beauté des villes européennes. Le Chrysler Building, l'Empire State Building, le Rockefeller Center, tout ça, c'est de l'art déco. Et les deux cohabitent très bien, et c'est ce qui fait la beauté et la diversité de New York aujourd'hui. T'as le radicalisme moderne du Seagram Building de Mies van der Rohe, cette espèce de monolithe pur, noir, qui monte comme ça vers le ciel, une façade plane, lisse, sans aucun détail. Et à côté, t'as le Chrysler Building avec sa flèche gothique qui monte vers le ciel, les arcs au dernier étage, etc. Et l'un n'est pas mieux que l'autre. C'est des architectures et des visions différentes qui font la diversité de ce qu'on appelle la skyline new-yorkaise. Et le rôle d'un architecte, ce n'est pas de faire une crise ou un caca nerveux comme le fait Howard Hawks dans le film en disant que ses clients sont des merdes, mais c'est de travailler avec eux ou de se trouver d'autres clients. C'est aussi une possibilité. Si tu es vraiment un architecte de talent, que tu as une grande popularité, choisis tes clients. Henri Siriani, l'architecte franco-péruvien, avait dit quelque chose de très intéressant qui résume bien la situation. Il avait dit « une bonne architecture, c'est une bonne maîtrise d'ouvrage ». La maîtrise d'ouvrage, c'est le mot dans le métier pour dire les clients. Le maître d'œuvre, c'est l'architecte, le maître d'ouvrage, c'est le client. Et un bon client, c'est dur à trouver. Des clients éduqués, qui ont une culture artistique, qui ont de la finesse, c'est dur à trouver. Mais il faut prendre le temps de les chercher. Plutôt que d'essayer de changer un client con,
Cherche des gens qui te ressemblent et travaille avec eux. C'est là où le networking, les sorties, les soirées mondaines entrent en jeu. Pour être un bon architecte, il faut être un peu mondain. Ça, c'est une évidence. Et personnellement, je ne le suis pas. Je n'ai pas ce côté mondain. C'est pour ça que je me suis réfugié dans la maîtrise d'œuvre d'exécution, où je gère plutôt la partie technique chantier. Mais pour être un très bon architecte, ou plutôt un architecte célèbre ou populaire, faut un peu être mondain. Faut sortir, rencontrer les gens, networker, et c'est comme ça que tu rencontres des clients. Comment tu rencontres un millionnaire qui veut que tu rénoves son appart ou que tu construises sa maison ? Tu le rencontres en soirée, tu le rencontres via des contacts, tu le rencontres en fréquentant des gens. C'est comme ça que tu te fais des clients. Et ça s'applique à tous les domaines d'ailleurs. Et la vision que dépeint Ayn Rand de l'architecture est assez infantilisante. Ça prouve qu'elle ne connaît pas le métier. Cet architecte mégalomane qui fait un caca nerveux parce que son client veut modifier son architecture est une vision idéalisée de l'architecte star. Peut-être que 4 ou 5 architectes dans le monde peuvent se permettre ça. Peut-être qu'un Renzo Piano ou qu'un Jean Nouvel peut se permettre de dire à son client « je suis pas d'accord, on fera plutôt ça ». Et sa notoriété de superstar mondiale fera que le client suivra peut-être ou pas. Mais en tout cas, peut-être que certains architectes avec une certaine réputation peuvent faire ça. Tu as même des clients qui vont voir ces architectes avec la notoriété qu'ils ont et ils se soumettent complètement à eux. C'est-à-dire qu'ils vont voir Renzo Piano et ils lui disent « Je suis fan de ton architecture, voilà le budget, fais ce que tu veux ». Ça arrive. Ils vont lui dire « Fais-moi du Renzo Piano ». Voilà, je te fais confiance, je kiffe ce que tu fais, fais-moi du Renzo Piano. Ou fais-moi du Tadao Ando, fais-moi une maison minimaliste en béton, fais-moi du Tadao Ando. Mais ça c'est rare, ça veut dire que tu as déjà une réputation de superstar mondiale, les gens savent qui tu es, les gens savent comment tu construis, et donc ils vont aller chez toi parce qu'ils veulent ton architecture. Tu vas pas chez Tadao Ando en lui disant « fais-moi une maison avec des courbes, du métal ». Non, tu sais que le gars c'est un minimaliste qui fait des trucs en béton, donc il te fera du Tadao Ando, il te fera pas autre chose. Mais à part ces exceptions, tous les autres architectes doivent faire des compromis et écouter leurs clients ou leurs investisseurs. À part 4 ou 5 superstars mondiales, aucun architecte ne peut se permettre de faire l'arrogant face à un client, un investisseur ou un promoteur qui apporte 50 millions sur la table. Et la réalité du métier d'architecte, c'est vraiment pas The Fountainhead et le roman de Ayn Rand. La réalité, c'est que l'architecte est un jongleur. Il jongle, c'est ça en fait. Le métier ou l'activité qui se rapproche le plus du métier d'architecte, c'est le jonglage. Il jongle entre ce que veut le client ou ce que veut sa femme. Ça aussi, c'est un truc, je m'arrache les cheveux à chaque fois. T'as un gars, surtout les petits projets, les maisons, les appartes, ils ont des petits budgets. C'est pas des clients professionnels. En général, les maîtrises d'ouvrage sur les gros projets, c'est des pros. La maîtrise d'ouvrage sur un projet de bureau ou de logement de 20 millions d'euros, par exemple, ça va être des pros, ça va être des représentants du client avec une équipe qui maîtrise la construction, les finances, les budgets, les lois d'urbanisme, c'est des pros. Mais sur des petits projets du type maison, par exemple, ça va souvent être des particuliers. Et les particuliers, c'est une catastrophe. Je suis désolé de le dire, c'est une catastrophe. Pourquoi ? Parce que c'est pas des pros. Et donc, on a déjà eu le cas à l'agence, c'est à l'époque où je faisais des rénovations d'appartements, où le gars arrive, on lui propose le plan, il le signe, il est content, il parle avec la décoratrice, il choisit les meubles, les couleurs, etc. Et puis, il revient 2-3 jours plus tard. Tu vois, toi, t'as tout fini. T'as mis une équipe pour travailler, t'as dépensé de l'argent, t'as passé des heures, t'as payé tes salariés. Et lui, il vient et te dit « Ah, j'ai parlé avec ma femme et on a décidé de changer l'aménagement. » Et toi, tu lui dis « Comment ça, t'as parlé avec ta femme ? Tu crois que ça marche comme ça ? Enfin, tu signes des plans, tu les valides, tu parles avec ta femme, tu veux tout changer ? Enfin non, il fallait parler avec ta femme avant. Mais malheureusement, tu peux pas réagir comme ça. Donc tu es obligé de te remettre autour de la table, de discuter, de voir ce que veut sa femme, ce qu'elle lui a dit. Puis après, forcément, il faudra qu'il paye un peu plus parce qu'il te fait modifier des plans, tu travailles pas gratuitement. Donc il y en a qui sont contents de payer, il y en a qui vont râler, ils vont dire non, la modification, ça devrait être intégré dans ton prix.